Hello, hello! Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Salut René, salut Stéphane, salut tout le monde. Eh bien, nous voici revenus pour un nouveau live. Ça fait 2 semaines que j'en avais pas fait parce que la semaine dernière je ne pouvais pas. Donc, on va reprendre les bonnes petites habitudes et puis parler un petit peu tech dans la petite demi-heure qui vient à peu près. Comme ça, on laissera place nette juste après à notre ami Titi Moby. Et donc, comme vous le savez peut-être, je l'ai posté ce matin sur Twitter, j'ai attrapé le Covid. J'ai attrapé le Covid peut-être à Devox, alors probablement à Devox la semaine dernière, mais je ne sais pas, c'est peut-être que j'étais infecté avant. J'en sais rien du tout parce que c'est venu quand même assez rapidement. Il n'y a pas eu vraiment de longue période d'incubation, mais globalement tout va bien. J'ai l'impression surtout d'avoir un rhume, rien de plus, un peu de fièvre, mais bon, je pense que ça va passer. Donc ça va être télétravail pour toute la semaine pour moi. Et donc sans plus attendre, on va commencer à parler de l'actualité tech. Et donc je vais vous parler de l'actualité des précédents jours. Donc qui était la sortie de Ubuntu 22.04. Donc l'Ubuntu 22.04 qui est une version LTS, donc long terme support, excusez-moi. Donc c'est une version avec un support à long terme, donc qui va être un support à 5 ans, comme toutes les LTS d'Ubuntu. Donc cette version, elle est importante puisque vu qu'Ubuntu, c'est quand même la base de nombreuses distributions, notamment celle de Linux Mint. Linux Mint s'appuie systématiquement sur la LTS d'Ubuntu. Donc la prochaine version de Linux Mint sera basée sur la 22.04. Et en somme, pas de grosse révolution. On va afficher les release notes, le temps que ça s'affiche. Donc pas de grosse révolution, c'est surtout des mises à jour de paquets, de logiciels, mise à jour de la chaîne de build avec les dernières versions de compilateurs, enfin bref, la toolchain quoi. En termes de noyau, le noyau fourni c'est le Linux 5.17, donc ce qui permet d'avoir quand même un certain nombre de pilotes assez récents et assez à jour. Ce qui est à noter, c'est la mise à jour des drivers NVIDIA et notamment les Linux Restricted Modules de NVIDIA sur ARM64. Donc ça prouve que effectivement cette plateforme commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et je pense que ce qui est à noter surtout en termes de desktop, parce que vous savez qu'Ubuntu est fourni en deux serveurs, comme on dit, donc la version serveur et la version desktop. Là, je ne parle que de la version desktop. La version desktop est fournie donc avec GNOME 42, si je ne m'abuse. Ça doit être marqué quelque part par là. C'est ça, GNOME 42. Et c'est surtout par défaut, de ce que j'ai compris, alors j'ai pas encore testé la distribution, mais de ce que j'ai compris, c'est le compositeur qui est utilisé, c'est Wayland et non plus le serveur graphique Xorg par défaut. De ce que j'ai vu dans les release notes, on peut encore choisir le serveur graphique Xorg pour pouvoir choisir un petit peu si on a des problèmes, notamment problèmes avec les pilotes graphiques, l'accélération ou les captures d'écran. Le passage à Wayland se fera de toute façon sur toutes les distributions, à mon avis, d'ici quelques années. Mais pour avoir testé plusieurs fois, il reste quand même de fortes problématiques sur Wayland, notamment les problématiques, bah tiens, comme si vous et moi, vous utilisez OBS, bah, par exemple, on ne peut pas forcément capturer toutes les fenêtres parce que Wayland empêche ça pour des raisons de sécurité, un peu comme sur les smartphones. Il y a des applis qui autorisent les captures d'écran et d'autres qui n'autorisent pas. Donc il y a encore plein de petites problématiques au niveau du compositeur, au niveau de plusieurs choses. Donc de toute façon, Canonical est assez connu pour pousser de façon parfois, je ne vais pas dire brutale, mais de façon un peu forcée certaines technos. Je pense qu'ils ont bien étudié les questions, ils ont dû se dire que le passage à Wayland serait intéressant pour l'immense majorité des utilisateurs. Euh, Moi, je ne sais pas si en termes de comment je dirais, de support pour tous ceux qui font du jeu par exemple sous Linux, ceux qui utilisent Proton par exemple, est-ce que ça marche bien ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Donc il faut tester. Donc en tout cas, ce qui est marqué dans les release notes, c'est que sur l'écran de login, on peut a priori choisir entre Xorg et Wayland.
son compositeur. Et donc GNOME va s'adapter automatiquement en fonction des deux. Voilà, donc ça c'était surtout la news, je pense, importante de la semaine passée. Donc, comme je le disais, Ubuntu va servir de base pour de nombreuses distributions. Il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que de plus en plus, Ubuntu pousse leur système de packaging Snap. Donc, à mon avis, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, les distributions qui se basent sur Ubuntu fassent le choix soit de s'en séparer, comme Linux Mint. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils maintiennent LMDE le jour où ils auront besoin de se séparer d'Ubuntu en tant que base. Ça, j'en avais déjà parlé lors de précédents streams. Et alors pourquoi? Parce que en fait, la problématique de Snap, donc, comme vous le savez, Ubuntu est basé sur une Debian, donc ça utilise les systèmes de paquets .deb, donc avec tous les outils qui vont avec, apt pour le nommer. Et les problématiques des paquets Snap, comme d'autres systèmes de packaging un petit peu équivalents, c'est que ça. Donc l'avantage, c'est que ça permet de pouvoir installer n'importe quel soft avec toutes ses dépendances. L'inconvénient, c'est que ça permet d'installer n'importe quel soft avec toutes ses dépendances. C'est-à-dire que si vous avez un soft qui vient avec 1 giga de dépendance, bah tiens, on le met par exemple pour Firefox. Oui, ce qui est bien, c'est l'isolation. Je vais y revenir juste après. Donc, c'est que si vous avez plusieurs softs qui partagent les mêmes dépendances, le problème, c'est que toutes les dépendances vont être dupliquées. Et cette duplication, quelque part, bah, ça a un coût. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir plein de softs avec des dépendances, les mêmes dépendances, mais de versions différentes en cas de besoin. L'inconvénient, c'est qu'on commence à dupliquer plein de dépendances et donc on perd un peu l'avantage de la gestion de dépendance telle qu'elle existe dans Debian ou RPM ou ce genre de choses. Donc les gestionnaires de paquets assez classiques. Donc, comme tu me le mets, alors je sais pas comment dire, i underscore underscore i, enfin etc. Donc Snap pour Firefox, oui c'est bien quand même parce que ça rajoute de l'isolation. C'est un peu ce que fait Snap et puis d'autres systèmes de packaging comme ça. Mais en fait, je sais pas si le jeu en vaut réellement la chandelle par rapport à la lourdeur qu'apporte Snap et, euh, et le fait que c'est quand même un gestionnaire de paquets un petit peu exotique. Par exemple, Linux Mint a fait le choix de ne pas proposer Snap par défaut, donc ils ont essayé de le retirer. Comme Firefox et maintenant Firefox sous Ubuntu et juste avant Chromium était packagé pour Snap, ce qu'a fait Linux Mint, c'est qu'ils font leur propre build de Firefox et de Chromium pour pouvoir avoir les navigateurs sous forme de .deb par le système de packaging standard et non pas par Snap. Voilà. Moi, pour ma part, je ne suis pas très favorable au gestionnaire de package Snap pour les raisons que je vous ai évoquées. Duplication des dépendances, c'est très lourd. Je pense que ce que ça peut apporter en termes d'isolation, je ne suis pas certain que le jeu en vaille réellement la chandelle. Voilà. On va passer à la suite. La sortie de la semaine précédente, c'est QEMU. QEMU, le gestionnaire de machines virtuelles, enfin pas gestionnaire de machines virtuelles, c'est-à-dire plutôt l'émulateur de machines. Donc QEMU est sorti en version 7. Donc ça c'est... alors peut-être que vous ne connaissez pas pour ceux qui ne font pas beaucoup de virtualisation, mais quand même QEMU est à la base de nombreux systèmes de virtualisation. Alors notamment tout ce qui est la virtualisation au niveau kernel Linux, c'est-à-dire les machines virtuelles fonctionnent avec QEMU. On va le retrouver, donc tout ce qui est basé sur KVM en fait. On va le retrouver dans Proxmox Virtual Environment. On va trouver d'ailleurs une partie du moteur de QEMU, si je ne m'abuse, dans VirtualBox. Enfin, QEMU c'est un système qui est vraiment très poussé pour émuler globalement quasiment n'importe quel processeur et n'importe quelle architecture matérielle. Donc la version 7 de QEMU, je vais vous sortir un petit peu, hop là. Alors, on va aller sur la version 7. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, change. Donc évidemment la version 7 de QEMU c'est une version majeure, elle apporte énormément de nouvelles fonctionnalités, énormément de corrections de bugs, etc. Donc vous voyez tout est réparti sur le changelog par architecture, par type d'architecture. Ce qui est intéressant de voir surtout, et c'est ce qui a été noté par beaucoup de sites ces derniers temps, c'est que la partie risque 5 commence à prendre énormément d'ampleur dans QEMU, même si aujourd'hui il y a peu de serveurs, de machines ou de single board computer qui existent sous risque 5. C'est quand même une architecture qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et je pense que d'ici quelques années, elle va arriver très fortement sur le marché. Et QEMU, l'avantage, c'est que ça nous permet de pouvoir commencer à avoir le support de façon logicielle au travers d'un émulateur.
et donc de pouvoir préparer quelque part soit la migration par exemple de ARM vers RISC-V quand on aura des SBC en RISC-V, alors SBC Single Board Computer pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Donc il y a beaucoup de choses sur l'architecture RISC-V qui ont été rajoutées en termes de support. Pour rappel, l'architecture RISC-V, c'est une architecture open hardware, donc c'est-à-dire que globalement, n'importe quel fondeur qui a envie de se fabriquer son propre processeur, il peut prendre les schémas, la description de l'ABI, du RISC-V, etc., se fabriquer son propre CPU sans avoir besoin de reverser n'importe quel droit à n'importe quelle entreprise que ce soit, ce qui n'est pas le cas pour ARM. ARM, je le rappelle, entre guillemets, c'est un concepteur de microprocesseurs, mais ce n'est pas un fondeur, dans le sens où il ne fabrique pas du tout de processeurs, il revend des cœurs de processeurs sous licence. Donc l'avantage de RISC-V, c'est que ça permet d'avoir une architecture qui est totalement ouverte, et donc qui définit bien comment les instruction sets des processeurs, de comment l'ABI, la chaîne de compilation, etc. Et donc cette partie-là commence à être assez intéressante. Donc moi j'ai hâte que du hardware sous RISC-V arrive dans les prochaines années. Bon, sinon pour le reste, on retrouve toujours un certain nombre de machines qui sont supportées. Ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'il y a encore le Spark qui est supporté. Alors on pourrait se dire oui, le Spark c'est une architecture qui est morte, mais en fait il y a encore beaucoup de serveurs qui fonctionnent sous l'architecture Spark dans des banques, à la NASA ou ce genre de choses. Donc parfois ils ont besoin plutôt que de porter les programmes, ils utilisent QEMU pour pouvoir exécuter les programmes qui ont été écrits il y a plusieurs années dessus et les faire fonctionner en fonction de leurs besoins. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur QEMU, si ce n'est que c'est quand même un soft qui a un développement qui est quand même très dynamique, puisque la version 6 date d'il y a quelques mois, si je me souviens bien. Donc c'est toujours, ça fait plaisir de voir que ce projet est toujours aussi dynamique et continue à évoluer avec un support matériel qui est quand même très 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 étendu. Alors, tu me dis Rancher Desktop. Alors Stéphane, Rancher Desktop et Docker Desktop l'utilisent comme base pour leur virtu. Oui, tout à fait. QEMU est de toute façon utilisé pour tout ce qui est virtualisation et containerisation sur les OS qui ne le supportent pas. De base, et notamment je pense, là je suis pas spécialiste donc je parle sous votre contrôle, peut-être que je vais dire une grosse connerie, mais il me semble que sous Windows, le sous-système Linux pour Windows doit fonctionner à base de QEMU, mais peut-être que je dis une grosse connerie, donc apprendre avec des pincettes. Moi, je n'étant pas spécialiste de Windows, peut-être que j'ai une grosse bêtise. Ensuite, news suivante. La news suivante, c'est... Eh ben, on reste un petit peu dans la virtualisation. C'est la sortie de VirtualBox 634. Donc c'est une version mineure. J'en parle là parce que je trouvais, vu qu'on a QEMU7 qui est sorti, c'est intéressant de voir que VirtualBox aussi continue son petit bonhomme de chemin. Donc VirtualBox, c'est ce qui permet de pouvoir créer aussi une machine virtuelle en fonction de vos besoins sur votre PC desktop. Donc ça permet de pouvoir, pour vous, travailler sur, soit avoir des desktops par exemple Windows sous Linux ou Linux sous Windows, ce genre de choses. Enfin desktop ou serveur d'ailleurs. Il n'y a pas grand chose d'incroyable dans cette release. Ce que je note surtout, c'est ce que j'avais vu, c'est surtout, on voit qu'il y a pas mal de petites corrections, de petites évolutions concernant l'IPv6. Faut quand même rappeler que l'IPv6 c'est l'avenir et qu'on parle encore et toujours du fait que les adresses IPv4 on arrive au bout. Il serait temps que tout le monde passe à l'IPv6 une fois pour toutes et que le mouvement soit lancé. Donc forcément pour pouvoir passer à l'IPv6 il faut que des softs tels que VirtualBox et autres puissent avoir ce support. Donc on voit, au moins ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses qui sont rajoutées sur ce support et corrigées même. Sinon pour le reste, rien d'incroyable sur cette version. C'est vraiment une version mineure, donc j'en parle de façon totalement anecdotique, mais c'était juste pour vous en parler au passage. Sur la news suivante, petite news qui m'a fait un petit peu plaisir. Microsoft prend enfin ses responsabilités et fait disparaître le protocole SMB V1, donc le protocole de partage de fichiers version 1 qui date d'il y a peut-être 25 ans, au moins, peut-être 25 ans si ce n'est plus. Donc c'est un protocole de partage de fichiers donc, sur le partage réseau Windows. Il existe plusieurs versions de ce protocole, le SMB V1, V2, V3.
Le SMBV1 a été considéré comme étant déprécié déjà depuis plusieurs années, mais restait accessible dans Windows et d'ailleurs sur beaucoup de services tels que Samba, qui permet donc d'avoir ce service ce protocole d'échange de fichiers, notamment sous Linux. Pourquoi faire disparaître ce protocole? Parce qu'en fait, c'est un protocole qui a été développé avec les enjeux d'il y a une trentaine d'années, et donc qui, en termes de sécurité, n'offre pas les garanties dont on a besoin maintenant, avec des échanges de données en clair, des failles de sécurité qui sont ultra connues et qui sont exploitables. Donc c'est enfin une bonne nouvelle que Microsoft le fasse disparaître. Ce qui veut dire que si vous passez à Windows 11 famille, il y a fort à parier que vous n'aurez plus accès à votre protocole SMBV1. Alors, en quoi ça vous embête? Peut vous embêter si par exemple vous aviez un vieux NAS à la maison et qui supporte uniquement ce protocole ou qui est configuré pour utiliser le protocole SMBV1. Donc, je pense qu'il faut juste, pour la plupart des usages, passer de la version 2 voire la version 3, ça devrait se faire sans douleur. Donc, salut Fabien, je t'avais pas vu arriver. Même il y a 30 ans, il était bof comme protocole. Oui, même il y a 30 ans, il était bof, mais encore plus maintenant, puisque vu les enjeux qu'on a en termes de sécurité à ce jour, les possibilités d'exploit de ce protocole qui est vraiment troué de partout. C'est quand même enfin une bonne nouvelle que Microsoft prenne le taureau par les cornes et le fasse disparaître. Je pense que ça devrait, même si ça gêne quelques utilisateurs, parce que certains, comme je le disais, ont peut-être des NAS qui fonctionnent en SMB1, etc., ça ne peut être que bénéfique à terme. Voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle du jour. Donc ce que je ne sais pas, c'est comment ceux qui ont déjà Windows 11 ou pas, est-ce que le protocole est toujours activé ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans une prochaine release de Windows 11 ou pas? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas utilisateur de Windows, donc je ne sais pas trop. Moi, en tout cas, sur mes architectures et mes infras, SMBV1, ça fait bien longtemps que je n'utilise plus. Je suis plutôt en V2 ou en V3, la plupart du temps en V3. Ensuite, pour la partie suivante, je ne vais pas parler réellement de news en particulier. Je vais essayer de revenir là sur le Devox. Donc, comme vous le savez, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Donc, j'étais à Devox la semaine dernière. Donc, Devox, c'était mercredi, jeudi, vendredi de la semaine dernière. Moi, je n'y étais pas mercredi parce que je travaillais. J'y suis allé seulement le mercredi soir pour le dîner des speakers. Donc je suis arrivé en fin de journée, donc j'ai pas pu assister au talk, mais au moins j'ai pu participer au dîner des speakers, et c'est d'ailleurs là probablement que j'ai peut-être été infecté par le Covid. Bon, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je reviens un petit peu sur cette conférence. Donc c'était la 10e édition, je vous l'affiche là. Hop, hop. Donc c'était la 10e édition de Devox, donc déjà 10 ans. Il y avait quand même beaucoup de monde, je crois. Il y avait plus de 3000 personnes qui étaient à cette conférence. Énormément de conférences, énormément d'entreprises qui sont venues avec leurs stands, leurs goodies, tout ça, tout ça. Ça, je vais y revenir après aussi. Donc c'était assez intéressant. Alors déjà pour moi, pourquoi? Parce que c'était la première conch que je faisais en physique depuis 3 ans. Puisque depuis 3 ans, la dernière que j'avais faite en physique, ça devait être Solitech en 2019. Donc là, ça faisait plaisir de reprendre une conférence, et en plus reprendre une conférence en tant que speaker, donc avec mon ami Fabien, qui est ici dans le chat, et ici qui est marqué Triggy, voilà, donc qui nous dit qu'il y avait même 3700 personnes, ouais, c'est énorme. Donc on était en tant que speaker à cette conférence. Donc c'était une conférence qui était vraiment très sympa. Pour moi, c'était mon premier Devox en tant qu'attendee et en tant que speaker. Donc ça fait doublement plaisir. Et puis ça a permis de voir beaucoup de gens que je ne connais qu'au travers des réseaux sociaux ou des relations via LinkedIn ou autres, etc. Et puis ça a permis aussi de voir beaucoup de gens que je connais depuis longtemps. Donc ça a permis de se revoir parce qu'on n'est pas tous forcément au même endroit. Moi je suis en région parisienne, d'autres sont dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, enfin il y en a partout. Donc c'était quand même, ça faisait plaisir de revoir du monde, de participer à des confs. Moi, pour ma part, j'ai pas assisté à beaucoup de conférences en fait. Je me suis fait beaucoup alpaguer à droite à gauche, et donc j'ai passé énormément de temps à discuter.
avec les gens. Donc ça c'était quand même le côté sympa, c'était de pouvoir rééchanger de façon complètement ouverte avec beaucoup de personnes sur beaucoup de sujets très 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 différents, et puis de pouvoir déambuler un petit peu dans les couloirs et voir des personnes que j'avais envie de rencontrer depuis longtemps. Donc c'était voilà. Donc Fabien me dit qu'il a vu 4 talks en 3 jours. Moi j'ai dû voir 3 talks en 3 talks en 2 jours. Donc c'est pas beaucoup plus. Mais les talks que j'ai vus en tout cas étaient d'excellente qualité. Et j'ai hâte que les replays soient mis en ligne par Tvox. D'après ce que je sais, ils seront mis en ligne d'ici 2 ou 3 semaines probablement. Donc ça permettra de pouvoir avoir accès au replay. Et comme je le disais, nous étions donc... Hop, ça ne veut pas marcher. Bah, c'est pas grave. Je vais afficher le programme. Fabien et moi, nous étions retenus pour une conférence, donc qui était ici le jeudi, voilà, ici, où nous avons parlé d'un sujet un peu basico-basique à première vue, entier, virgule flottante ou représentation exotique, parlons d'élégance. Ça, c'était le titre de notre talk. Ça a fait pas mal parler les gens parce que tout le monde se disait ah mais de quoi ils vont parler, etc. Donc juste pour résumer, on est revenu un petit peu sur reparti de la base et comment on en est venu à traiter et à utiliser le binaire dans les machines informatiques. Pourquoi le binaire. Donc il y a tout un cheminement qui nous permet d'amener les auditeurs à comprendre pourquoi le binaire était une bonne solution. Pas forcément la meilleure, mais en tout cas la moins mauvaise. On a parlé donc de représentation binaire, de nombres signés, complément 1, complément 2, de virgule flottante, on a parlé du virgule fixe, et on a parlé de pas mal de choses, de compteurs polynomiaux. Donc tout ça, on a essayé de créer quelque chose, une sorte d'histoire qu'on racontait et qui permettait à l'auditeur de comprendre pourquoi on utilisait ces représentations, pourquoi dans certains cas il est préférable d'utiliser de la virgule fixe plutôt que de la virgule flottante, pourquoi Brazenham c'est un algorithme qui est ultra malin et ultra performant et finalement précis alors qu'on ne manipule que des entiers. Donc voilà. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que Fabien et moi on a pris énormément de plaisir à préparer ce talk. On y a passé des heures carrées, je dois dire. On a passé peut-être chacun plus d'une centaine d'heures à préparer le talk, à le répéter, en plus à distance, parce que Fabien est dans le sud et moi je suis en région parisienne. On n'attendait pas forcément beaucoup de spectateurs. D'ailleurs, on était dans une petite salle qui devait faire 130 places de mémoire. On s'est dit, quand on est arrivé dans la salle, que voilà, la salle n'était pas pleine, qu'il n'y aurait pas tant de monde que ça. Et au final, la salle s'est retrouvée complètement pleine, blindée, et elle a été mise en overflow, donc avec une diffusion du signal vidéo et audio en temps réel dans une autre salle qui a priori été pleine aussi. Donc ça nous a fait plaisir parce que ça permet de montrer que ces sujets qui semblent un petit peu basiques et totalement convenus, bah, ça intéresse beaucoup de monde. Et je pense que la construction qu'on en a fait était intéressante parce qu'on a essayé vraiment de raconter cette histoire avec, je vous spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec des slides qu'on a fait à la main sur papier petit carreau. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup plu. Et comme on avait de la demande, aussi de la part de personnes qui n'ont pas pu venir voir notre talk sur le moment parce que soit ils donnaient eux-mêmes un talk, soit ils étaient sur un autre talk, eh bien, on l'a rejoué le lendemain, le vendredi. On a demandé aux organisateurs s'ils pouvaient nous prêter un emplacement. Donc on a eu accès à un lab, le lab 4, sur lequel on a reçu une quinzaine de personnes pour refaire une deuxième fois ce talk sur lequel on a un petit peu débordé. Mais on va dire que les personnes ont eu la Director's Cut Edition, si on peut dire. Donc pour nous, c'était quand même un assez grand succès. C'était un assez grand succès parce que c'était quand même l'accomplissement de beaucoup de travail et surtout de super échanges entre Fabien et moi sur le sujet. Et donc pour ceux qui veulent le voir, donc, il sera disponible en replay bien évidemment, mais on va le jouer aussi à Sonytech fin juin. Fin juin, ce sera le 30 juin et le 1er juillet. Donc nous on passe le 30 juin de mémoire, je crois que c'est 15h, quelque chose comme ça, en salle 1, me semble-t-il. C'est ça. Voilà, c'est 15h10 en salle 1. Donc, pour ceux qui seront à Sonytech, celles et ceux qui seront à Sonytech, n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera plaisir. Et ce qui nous fait plaisir aussi, c'est que
On a des personnes qui nous ont demandé à ce qu'on postule, notamment ceux qui ont créé Tech nous ont demandé si on pouvait postuler à Tech pour l'an prochain. Donc ça fait plaisir parce qu'il y a de la demande. Et j'ai reçu par DM aussi des messages de Jug et autres qui m'ont demandé si on pouvait venir ou si je pouvais venir aller donner un talk sur ce sujet ou un autre sujet d'ailleurs. Donc voilà, ça fait plaisir de reprendre un petit peu cette activité de speaker, vraiment physiquement, même si je suis revenu avec un goodie spécial qui s'appelle le Covid. Ça, c'est dommage, malgré un schéma vaccinal complet. Et voilà. Donc, moi, en tout cas, je suis très content d'avoir discuté avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'était vraiment très, 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 très sympa. Nous, ce qu'on encourage les gens, comme le dit Fabien dans le chat, c'est venez discuter, discuter avec nous, discuter dans le couloir. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est là où se créent réellement les échanges avec les gens. Et c'est là où se crée réellement, comment je dirais, une grosse émulation. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, nous, ce qu'on voulait montrer avec ce talk, ouais, je termine là-dessus, c'était que, en fait, c'est une discussion typiquement de machine à café, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le talk, une discussion de machine à café sur un sujet totalement, a priori, bateau, et ça montre bien que même sur un sujet bateau, il y a plein de choses à dire, et que là-dessus, tout le monde peut aller discuter de ce genre de sujet, aller en faire un talk, aller partager sa passion, surtout si c'est sur des sujets, comme je disais, qu'on pense totalement maîtriser. Il y a toujours plein, 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 plein de choses à dire. Nous, on a parlé vraiment de représentation de normes, on a aussi parlé un petit peu d'électronique quelque part, et il y a plein de choses à dire, et c'est ça qui est super intéressant. Moi, en tout cas, je suis acheteur d'aller voir des talks sur des sujets comme ça, un peu back to basics, quelque part, mais qu'on peut retraiter de façon un peu différente et un peu originale. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on se reverra la semaine prochaine, très probablement. Moi, je vais arrêter là parce que je suis un petit peu KO, je dois vous l'avouer. Et je suis content que vous soyez tous là à venir me voir. Je suis content d'avoir vu tout le monde au Devox, d'avoir rencontré plein de gens super, super sympas, plein de gens très brillants. Donc ça c'est top. Et donc je tiens à remercier donc mon co-speaker Fabien, ici présent dans le chat, parce on s'est vraiment éclaté, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça ensemble et c'était une très belle expérience. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao ciao, bye bye.